Bien le bonjour. Allez, aujourd'hui on va faire un petit tour du rucher là, parce qu'il fait, il fait anormalement chaud en fait pour la saison et c'est pas super pour les abeilles. Il vaudrait mieux qu'elles soient grappées, qu'elles soient en train de s'économiser plutôt que de sortir où il n'y a rien à butiner, où il fait froid, où elles risquent de se refroidir si elles ne rentrent pas assez vite. Enfin bon, on va aller faire un petit tour comme ça, c'est juste une petite visite. Alors là, c'est moi qui filme, il n'y a personne avec moi, donc là, vous n'allez pas voir ma tête. Hop. La dernière vidéo, vous avez vu que ma tête tout le temps et pas de ruche, donc cette fois-ci, on va faire l'inverse. Allez. Alors là, celle-là, normalement, je la pensais morte et visiblement non, et j'ai tapoté dessus, il y a un petit peu d'activité encore dedans, donc finalement non. Elle par contre devait être bien grappée. Alors ça, c'est des noirs, hein, c'est encore des... Enfin, là, il y en a une hybride. Ouais, elles sont quand même à moitié fastifiées, là, elles sont à moitié jaunes. Ah, punaise. Donc celle-là, je pense qu'elle, par contre, l'essaim était déjà pas très fort. Non, là, celle-là, je pense que c'est fini. Les autres. Alors on va regarder la petite, vous voyez, la petite ruche de la hyène divisible. Il y a encore des abeilles qui sortent. À presque 5 heures d'après-midi, il y a des abeilles qui sortent encore, quoi. Et pourtant, elles ont des réserves. Hein. J'ai regardé tout à l'heure, je vais le faire avec vous. Et là, si je tire ma petite loupiote là, ma petite lucarne. Je ne sais pas si vous voyez, vous, mais je vais essayer de me rapprocher. Oui, on voit qu'il y a encore du miel operculé. La ruche est encore lourde. Bon, bah là, je ne vais pas la soulever pour pas les secouer, pas leur faire de vibrations. Hein. Mais bon, il n'y a pas de problème de réserve. Les abeilles, il y en a toujours dedans. Alors elles ne sont pas grappées derrière, c'est pour ça qu'on ne les voit pas, elles sont plutôt sur le devant. Et d'ailleurs, ça on va le contrôler tout de suite. Avec ça, alors voilà, les fameux planchers anti-varrois, c'est quand même bien pratique parce que vous voyez, en plein hiver, on peut regarder. Donc là, on va regarder où se trouve la grappe. On va regarder s'il y a encore beaucoup de varrois. On va regarder si elle désopercule. Enfin, on peut voir beaucoup de choses sur le... Oula, par contre... Ouais, faut que je fasse attention parce que du coup si je filme et que je cause et que en fait pendant que je cause je filme n'importe quoi, ça va pas aller. Alors voyons voir. Varrois, es-tu là? Il y en a un là, deux. Ouais, il y en a 4-5 et ça fait un bout de temps que j'ai pas tiré le lange. Donc on va dire pour les varrois ça a l'air d'aller pas trop mal pour elle. On voit que la grappe se situe à peu près, donc elle est du côté, oui, du côté où elle a le soleil, légèrement décalée, enfin quasiment au centre hein, quand même, si on regarde, c'est toujours quasiment au centre. Bon bah ça a l'air d'être pas mal ça. Bon j'ai pas pris ce qu'il faut pour nettoyer le... ouais, je vais juste regarder, on va faire le petit tour vite fait, donc là de toute façon on voit qu'il n'y a pas beaucoup de varrois. On voit que ça va pas mal en fait, hein, puisqu'il y a des abeilles, bon elles sortent, ça c'est pas terrible. Voilà, hop, je remonte mon petit truc. Vous voyez, les planches anti-varrois, c'est quand même pratique parce que voilà. Par contre, là, je suis obligé de m'aider de ma main, désolé. Voilà. Donc, planche anti-varrois, c'est quand même pas mal. Oula, vous énervez pas les filles, c'est bon, je fais que passer. Donc, celle-là est encore en vie, celle-là aussi, celle-là non. Celle-là non, et donc celle-là oui. Donc, déjà là, on voit que sur 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ça fait 2 ruches sur 7 de mortes. C'est pas la joie, hein, parce que bon, pour rappel, les autres années avant, on a eu 0 perte. L'an dernier, juste une petite ruchette qui avait perdu sa reine, qui était vraiment crevarde et qui avait perdu sa reine à l'automne, donc de toute façon, on n'avait pas de reine sous la main, elle risquait pas de s'en remettre. Par contre, là, cette année, ouais, il y a de la casse. Donc la faute aux varrois, la faute d'une part aux varrois et d'autre part, la faute au mec qui n'a pas traité quand il fallait, c'est-à-dire moi, quoi. Bref, et ben voilà. Alors après, perdre des ruches, c'est pas forcément non plus une catastrophe astronomique. Les souches qui sont les plus résistantes, évidemment, vont résister le mieux, et les souches qui sont vraiment les plus fragiles vont disparaître. Et au final, perdre des souches qui sont vraiment pas résistantes aux varrois, c'est pas une catastrophe du fait qu'elles vont pas transmettre leurs gènes aux jeunes reines. Enfin, les faux bourdons et tout ça vont pas les transmettre les gènes aux jeunes reines de l'année suivante. Voyons voir, là pareil, la dernière fois j'étais venu, j'avais écouté, alors j'avais pas trop tapoté parce qu'il faut pas trop les embêter, alors tapoter une fois sur la ruche pour écouter quand on a un doute c'est bien mais faut pas le faire trop. Donc elle je l'ai cru morte,
Enfin, en tout cas, j'étais pas très enthousiaste et visiblement, non, elles sont toujours là. Et alors elles ont pas super bon caractère, mais par contre, elles bossent, quoi. Il y a pas à tortiller. Elles bossent et elles sont pas toujours très douces. Alors, je vais pas rester trop en face, pas parler avec ma grosse voix qui vibre parce qu'elles vont me faire sentir que ça leur plaît pas. Ah, ça commence. La Kenyan, normalement, tout le monde est encore en vie dedans. Je vais boucher un petit peu la porte, vous voyez. Je vais boucher un petit peu la porte pour limiter l'entrée. De toute façon, la ventilation est par le dessous. Je vous avais déjà montré, bon, je vais vous remontrer un petit coup. Voilà, là-dessous de la ruche. J'arrive pas. Je vois pas ce que je fais, donc pas évident. Bref. En tout cas, oula. En tout cas, visiblement, elles sont bien en vie. Là, j'ai buté un petit peu dans le coin de la ruche. Tout de suite, elles sortent. Donc bon, je vais les laisser se remettre. C'est pas bien de faire ça. Donc elles, par contre, visiblement, il n'y a que des noirs. Hein. Oui, donc là, ce que je disais, c'est que c'est des noirs. Donc celle-là, il y a quelques mortes dedans, mais ça c'est normal. Hein. On est l'hiver, elles n'ont encore pas trop eu l'occasion de faire le ménage. Les vieilles abeilles d'été sont mortes, donc forcément on retrouve toujours un peu de mortes au fond de la ruche. Après, suivant la population de la ruche, si la ruche est super forte, c'est nettoyé tout de suite et il n'y a rien. Et si c'est une ruche qui est faible, évidemment, elle reste plutôt grappée et elle évite de se disperser à faire des boulots qu'elle n'a pas trop besoin de faire maintenant. Enfin bon, voilà. Oui, donc pour l'histoire des noirs, là évidemment j'ai des noirs, je suis content que ce soit des noirs. Depuis quelques années, on avait des abeilles qui étaient plutôt noires, plutôt typées noires, et quasiment toutes noires d'ailleurs, jusqu'à ce que des apiculteurs viennent dans le coin avec des buckfast. Et depuis, des ruches qui étaient vraiment peu traitées ou quasiment pas traitées et qui survivaient largement et tout ça sans problème, maintenant ont des soucis justement de résistance au varroa, puisque là j'ai vu l'an dernier le varroa ça a bouffé toutes les ruches et tout ça. Donc là évidemment il faut faire quelque chose contre le varroa. Alors est-ce que c'est vraiment parce que quelqu'un s'est installé à côté et machin? En attendant, ce que je vois c'est que les abeilles qui n'avaient pas trop de problèmes avec le varroa plus que ça, maintenant en ont énormément et donc du coup ça oblige à faire quelque chose. Enfin bref. Avant il y avait des abeilles noires qui étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Donc si on considère qu'il n'y avait que des noirs en France, si on prend des abeilles qui viennent du Jura ou si on prend des abeilles qui viennent de Marseille, quoi, enfin du sud, forcément elles ne vont pas être acclimatées exactement pareil. Elles n'ont pas l'habitude aux mêmes floraisons, elles n'ont pas l'habitude aux mêmes saisons, etc., etc. La longueur des saisons, dans le sud il fait beaucoup plus chaud, plus longtemps, les fleurs ne sont pas les mêmes, enfin tout ça. Attendez, je regarde celle-là. Yes. Oui, donc les abeilles s'acclimatent là où elles sont et elles ont fait ça depuis des milliers d'années et tout allait bien jusqu'à ce qu'on commence à importer des abeilles d'un peu partout en fait. Et donc des italiennes, des caucasiennes, des carnioliennes, des abeilles grecques, des croisements de tout ça. Le frère Adam qui a fait un boulot, c'est vrai, phénoménal. Vraiment, faut le reconnaître, c'est un boulot de génétique et c'est le travail de toute une vie d'avoir fait la buckfast. Alors quelque part, merci à lui d'avoir voué toute une vie de passion comme ça pour faire une abeille qui soit tout ce que les apiculteurs peuvent souhaiter. Mais en attendant, c'est pas elle qui résiste le mieux au varroa. D'ailleurs, les premières ruches qui sont mortes cette année, c'est les bucks. Il y avait une seule ruche en pur buck, c'est la première qui est morte. Donc c'est pareil, on peut pas juger sur une ruche. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit surtout. Hein, on reste tranquille. Allez, je regarde celle-là. Bien. Alors je sais pas si vous entendez, mais en fait de faire ça, bon déjà on peut écouter sur le devant de la ruche pour voir si on entend quelque chose, on peut voir la présence des abeilles à la condensation qu'on va trouver sur le plancher. Et si en cas de doute, alors là aujourd'hui il fait pas très froid, donc c'est pour ça que je le fais, s'il faisait moins 12, j'aurais pas tapoté sur la ruche, hein. Surtout éviter de les dégrapper, de les faire se desserrer. Donc là voilà, je tapote une fois sur la ruche, j'entends le bruit, donc là ça et ça se calme assez rapidement. Donc en théorie, ça veut dire qu'elles ont assez de réserve. Les abeilles qui bourdonnent et dont le bourdonnement ne s'arrête pas, même après plusieurs longues secondes, là à ce moment-là, il faut vérifier. Alors c'est pas toujours évident à faire la différence entre les deux et c'est pas toujours vrai à 100%. En attendant, une ruche qui bourdonne longtemps après qu'on ait fait le petit toc sur le côté de la ruche, alors c'est pas la peine de tambouriner comme un sourd. Hein.
un petit toc sur le côté de la ruche et on entend, voilà, on entend ce qui se passe dedans et à la longueur du bourdonnement on peut juger s'il y a des réserves ou pas, et en cas de doute évidemment on ouvre le toit ou on pèse là, on regarde si, si on a mis du candy, s'il y en a toujours, et sinon on pèse la ruche, on sous-pèse la ruche doucement sans faire de choc et pour voir si les réserves sont encore bonnes. On va jeter un petit coup d'œil à la ruche hybride japonaise, la Jens. Alors j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais bon, pour les gens qui n'ont pas suivi, ça c'était au départ une ruche que j'avais fait à la taille des ruches de la Jens, c'est-à-dire 34,5 par 34,5 au lieu de 30-30 comme les vraies japonaises, enfin comme les vraies japonaises adaptées à chez nous, parce qu'en fait au Japon je crois qu'elle doit faire 26, je crois il me semble de mémoire, quoi, ou 24, enfin bon peu importe. Donc là, après ce qui s'est passé dans la ruche japonaise, dans la vraie ruche japonaise avec la canicule où tout s'est effondré, j'ai décidé de pas laisser celle-là en pure japonaise. Donc ce qui fait qu'elle a 2 hausses japonaises au-dessus, et en bas elle a une ruche, un élément la Jens divisible à barrette. Voilà. Donc l'année prochaine elles vont continuer à s'étirer là-dessus, parce que là l'élément est vide, mais comme de toute façon, par contre je filme comme un porc, hein, je suis désolé, vraiment. Et oui. Ah oui, comme elles ont tout ça, en fait ça c'est vide. Pour l'instant elles n'ont pas bâti dessus, mais comme de toute façon je vous ai déjà expliqué, c'est comme une cloche. Donc la bulle d'air chaud est à l'intérieur et je vous assure que celles-là vont parfaitement bien, il n'y a vraiment pas de souci. Quand je suis venu voir l'autre jour, là je ne veux pas trop tapoter, pas trop les embêter, on va regarder derrière. Donc là, vous voyez, là il n'y a rien. Tout ça c'est vide. Alors là, on voit le cul du nid. Il n'y a pas l'air d'avoir de réserve de ce côté-là. Je vois une abeille ou deux qui se baladent dessus, donc elle doit être plus devant. Alors, c'est pas facile de tenir la caméra et le truc en même temps. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais mettre là celui-là. Et là, on voit encore du miel, operculé. On voit qu'il y a de la buée, on voit des abeilles, on voit de l'activité. Donc, eh ben, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Enfin, à part les ruches mortes. Donc là, si je fais le compte, j'avais fait le compte la dernière fois, je pensais qu'il y en avait plus de mortes que ça, et en fait, visiblement non. Voilà, donc celle-là, c'est tout bon. Donc alors l'année prochaine, elle, on récoltera les 2 hausses japonaises quand même. Donc je pourrais quand même vous montrer comment on récolte les hausses japonaises. Et du coup, on la rechargera au fur et à mesure en ruche, en élément la Jens divisible, et comme ça, elle finira en la Jens divisible, sachant que le plancher, le toit, c'est exactement les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Allez. Coucou Jembe. Coucou mon chien. Alors celle-là, pour les gens qui suivent, vous la connaissez déjà un petit peu je crois. Donc ça c'était le premier essaim de l'année, celui qui m'a fait tant courir. Et on l'a mis dans la première petite ruche de la Jens que je venais de finir. Et franchement, c'est le bonheur celle-là. C'est vraiment. Donc les ruches, je vous l'ai déjà dit dans le petit truc de la dernière fois, c'est vraiment les ruches que je préfère, avec les ruches espagnoles, les ruches de la Jens espagnoles. Mais franchement, ces petits trucs-là, bon bah aussi, même si j'ai rien inventé au final, puisque j'ai voulu concevoir de A à Z une ruche qui correspondait à tout ce qui me semblait bien pour les abeilles et tout ça. Et au final, j'ai inventé cette ruche qui existait déjà, qui s'appelle une Jens divisible. Donc à part qu'il y a des barrettes dedans, à la place des cadres, c'est une grosse varée quoi, en gros, ou une petite Warno, on va dire, divisible, enfin bon, peu importe. Voilà. Donc celle-là, normalement tout va bien dedans. Alors pareil, on va contrôler le longe en dessous. Alors je vais pas tirer toute la planche pour pas faire bouger trop l'air. Oula. Ouh. Alors là. Ouais. Alors ça fait longtemps que j'ai pas tiré le lange, hein. Ça fait au moins peut-être 3 semaines, 1 mois. Là c'est encore pété de varroa. Hein. Ouah là 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 là. Oh là là. Bon, c'est pas cool ça. Bon, je pense que les abeilles sont toujours là, mais au printemps, elles, dès que là, je vais pas les ouvrir pendant l'hiver. J'ai même pas envie de les embêter, leur faire un traitement. Alors, peut-être avec le petit poêlon d'acide oxalique là, le petit sublimateur. Excusez-moi. Je ferai peut-être un traitement à l'acide oxalique, mais par sublimation, mais je suis pas sûr, ça serait bien. Là, franchement, elles ont démarré l'hiver comme ça. De toute façon, les varroas en ce moment risquent pas de se reproduire. Les varroas vieillissent en même temps que les abeilles. Les varroas tombent par terre au fur et à mesure. Au printemps, il y en aura forcément encore. Vous voyez, on voit quand même que les abeilles sont quand même bien actives dessus, là. Il y a encore de la population, hein. C'est une de celles où ça sort le plus. Hein.
Voilà, là, on voit qu'il y a quand même de la buée dedans, donc c'est qu'il y a les abeilles qui respirent et tout ça, donc voilà, bah, c'est sur la vitre uniquement. Bon, donc celle-là, il n'y a pas de souci. Donc là je vais sur 15 ruches. Il y en a donc 2 de mortes, ça fait déjà beaucoup, mais comme je vous ai dit au départ, perdre une ruche ou 2, surtout quand c'est des essaims de l'année, c'est des essaims de l'année qui passent pas l'hiver, c'est que voilà, la souche n'était pas assez résistante, et voilà, donc faut pas trop les pleurer non plus. Évidemment que ça fait mal au cœur, mais par contre faut pas non plus trop les regretter, parce que des gènes d'abeilles fragiles qui peuvent survivre que si on les traite régulièrement et systématiquement et tout le temps, et que au moindre truc il faut leur faire quelque chose, enfin, au moindre problème il faut tout de suite aller les rassembler, les machins, les partitionner, regarder les réserves et tout. Les abeilles noires que j'ai depuis des années enfin elles se débrouillent quoi, pour les réserves, et la plupart du temps, la plupart des ruches sont même pas partitionnées, hein, là je vous le dis, on va me tomber dessus là-dessus encore pour ça, mais bon, un cadre bâti en fait vaut pour une partition, donc alors oui, ça peut éventuellement favoriser la rentrée des teignes dedans, mais si la ruche est forte normalement, et enfin, en principe jusqu'à maintenant ça se passe bien. Donc voilà, ça c'était la ruche, la première ruche de la Jens Divisible qu'on avait peuplée. Pour l'instant elle va bien. Ce que je constate, c'est qu'il y a encore beaucoup de varroa dedans. Je lui ferai peut-être un traitement à l'acide oxalique par sublimation. Et puis voilà, les autres sur les langes, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc je pense quand même que le traitement a été quand même bien efficace, a dû enlever... Alors ça c'est pas une abeille, ça c'est Jambé, hein. Le chien chinois. Coucou chien. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai sur cette petite ruche là je vais vous faire détailler tous les éléments. En fait, vous voyez le plancher grillagé en dessous. D'ailleurs j'en ai 2 qui sont déjà coupés, qui sont prêts à être montés, donc je vous ferai la petite vidéo dans pas très longtemps. Et puis après, je vous ferai les éléments, enfin tout ça un par un, et comme ça, si ça vous tente d'essayer ces ruches là, vous pourrez le faire, et vous pourrez même après donner des retours aussi. Dites-moi ce que ça donne sur ces ruches là, parce que pour l'instant, par rapport aux dadans, les dadans, elles vont pas si bien que les petites ruchettes comme ça. On a combien? On a 3, 2, 3, ça fait 4. On a 4 ruchettes comme ça qui sont peuplées. Et les 4 vont super bien, alors que pourtant dedans c'était des essaims au départ qui n'étaient pas gaillards, et qui n'étaient pas forcément. Alors celui-là, oui, il était beau, par contre, enfin pas énorme, mais bien vigoureux. Par contre, celui qui est dans la petite ruche chez Coco là-bas, qui était les abeilles anarchistes, la petite poignée d'abeilles de rien là, celles-là, elles sont toujours en vie, et elles reviennent vraiment de très très loin, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que donc la visite d'aujourd'hui, en tout cas dans ce rucher-là, ça va pas trop mal. Il y a de la perte, oui, il y a de la perte. Donc ça fait au total, là je vous raconte pas n'importe quoi, hein, comme ça, je vais pas faire semblant de pas perdre des ruches, c'est pas la peine, c'est vraiment pour avoir le bon chiffre. Donc là sur 20, combien il y avait au début, on a perdu 3 ruches sur 30, donc il doit y en rester 27. Pour l'instant 3 sur 30. Ça fait 10%, ça serait bien que ça s'arrête là, parce qu'au-delà, ça fait quand même beaucoup. 10%, ça reste un pourcentage raisonnable, vu que, voilà, surtout si vous avez des abeilles qui ne sont pas spécialement sélectionnées. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Oh là là, décidément, je m'embrouille, hein. Oui, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, les abeilles noires, oui, bien sûr, elles sont plus adaptées que les autres et tout ça, mais le problème, c'est que depuis des années, on a importé les abeilles de un petit peu tous les coins, qui n'étaient pas forcément adaptées aux abeilles, mais plutôt adaptées aux apiculteurs, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ouais, des italiennes, rien qu'une italienne déjà, elles vous construisent une ruche en rien de temps, elles vous remplissent ça de miel en rien de temps. Par contre, elle hiverne sur des grosses colonies, elle n'est pas adaptée aux hivers trop longs, vous voyez, donc il faut bien surveiller les réserves et tout ça. Et la Buckfast, à peu près les mêmes trucs, puisqu'elle en descend. Il y a une partie d'italienne dans la Buckfast, elle en descend aussi, et du coup, tout ça, ça se transmet, et voilà, on a des caucasiennes. Alors toutes ces abeilles-là, j'ai rien contre elles, elles y sont pour rien, mais le problème, c'est qu'elles viennent casser la génétique des abeilles qui sont dans le coin. Oui, donc pour la génétique, oui, donc depuis le temps qu'on importe toutes ces reines qui viennent d'un peu partout et qui sont à la base pas adaptées à leur environnement, on se retrouve avec des abeilles qui sont évidemment plus fragiles. Et pour info, le varroa qui détruit les ruches en ce moment bien plus que toute autre chose, a été aussi importé en même temps que ces reines importées, puisque c'est venu de... Enfin, il paraît, c'est pas exactement, c'est arrivé dans les années 80, par des reines qui venaient de Chine, mais qui étaient les abeilles européennes en fait, qui avaient été élevées en Chine pendant plusieurs décennies et qui ont été ensuite réimportées. Ça coûtait moins cher pour faire de la gelée royale, et c'est comme ça qu'on a eu le varroa.
Donc les histoires d'importation d'abeilles et même de transhumance, je suis pas trop pour ça et je vous expliquerai plus en détail pourquoi certainement dans une prochaine vidéo parce que là bon c'est un peu hein. Du coup enfin bref, maintenant je me dis que toutes ces abeilles qui sont là, elles sont là et elles ont toujours leur capacité d'adaptation de toute façon, ce qui fait que si on s'acharne pas à faire survivre des abeilles sous perfusion un peu, vous voyez, elles manquent de réserve, on leur remet du candy, bon voilà cette année je l'ai fait aussi parce qu'il fallait, hein. Là il y a des moments où on n'a quand même pas le choix. Mais par contre, s'il faut tout le temps être après et tout le temps les surveiller, dès qu'il y a 4 varrois dedans, la colonie s'effondre. Si dès qu'il y a la moindre maladie, elle l'attrape tout de suite, il a nosémose, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas, à mon avis, c'est pas comme ça qu'on va arriver à quelque chose de bon. Et donc toutes ces abeilles qui sont disséminées dans la nature maintenant, elles sont sous forme d'hybrides d'un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, toutes les abeilles qu'on avait qui étaient noires sont devenues plus ou moins jaunes ou un peu jaune-orangé, elles ont un anneau jaune. Il y en a qui sont plus ou moins poilus, ce qui fait qu'on sent qu'il y a des croisements avec peut-être des caucasiennes et autre chose. Maintenant toutes ces abeilles-là, elles sont là. Elles ont vécu sur le terrain, elles ont la capacité de s'adapter. Donc en fait je suis partagé entre l'idée de vouloir revenir à la noire coûte que coûte. Mais alors à ce moment-là, si on revient à la noire, ça veut dire qu'on va encore se relancer dans des élevages et faire des noirs consanguines. Et c'est pas ça qu'il faut. Pour moi, il faut de la diversité génétique. Voilà, je vais finir par y arriver à le dire. Ce qui fait que même si nos abeilles sont des pures bâtardes croisées, noires, italiennes, caucasiennes, buckfastées, tout ce que vous voulez, voilà. Au final, ça reste les abeilles, elles sont quand même toutes de la même espèce au départ, donc c'est pas vraiment des hybrides, mais en tout cas, c'est des abeilles qui peuvent se réadapter à l'endroit où elles sont, pour peu que justement on cherche pas trop à les faire survivre quand vraiment elles sont pas faites pour, et pour peu qu'on les laisse aussi un petit peu se multiplier comme elles veulent, et qu'on récupère des essaims, enfin qu'on récupère... Ah, voilà, là, ouais, enfin... Là, il va y avoir encore un truc où je vais être contredit, donc ça va être compliqué. Je crois que je vais vous faire une vidéo exprès pour ça. Alors, doucement sur les commentaires, les gens, hein, tout ce que je dis là, je le développerai point par point, mais voilà. Donc, plutôt que de faire des élevages d'abeilles consanguines et tout pour repeupler en pur noir ou je ne sais quoi, ce qui serait peut-être pas finalement une si mauvaise chose, mais enfin bon, voilà, il y a noir et noir. Si on prend des abeilles qui sont de toute façon bien adaptées, c'est-à-dire des abeilles, quelle que soit leur couleur, leurs origines et leur tout ça, si au final elles arrivent bien à survivre et qu'elles n'ont pas de problème par rapport aux maladies et qu'elles ont des défenses par rapport aux varrois, qu'elles arrivent à avoir des comportements d'épouillement ou qu'elles se défendent contre le frelon asiatique aussi, parce que ça il va falloir... Jusqu'à maintenant on n'a pas eu de problème de notre côté, j'en ai encore jamais vu en vrai en fait, j'ai jamais vu de frelon asiatique. Mais par contre, des amis en ont vu à moins de 30 km d'ici, donc voilà, et c'est sûr, c'est des frelons asiatiques. Hein, c'est pas, donc, les personnes qui m'ont dit ça sont tout à fait conscients de ce qu'ils disent et savent ce que c'est qu'un frelon asiatique et ne risquent pas de le confondre avec une grosse guêpe ou avec un frelon européen. Voilà. Donc tout ça, ça va être aussi encore un défi pour les abeilles de survivre aussi à ça. Parce que bon, sur la mortalité des abeilles, on accuse souvent les pesticides et les agriculteurs, et on n'a pas complètement tort. Mais dans les années 60, il y avait des pesticides qui étaient beaucoup plus puissants que maintenant. On en mettait beaucoup plus, et les abeilles se portaient bien. Donc, non pas que les pesticides les dérangeaient pas, mais par contre, je pense que maintenant, il y a d'autres choses que les pesticides. Et pour moi, là, justement, le fait d'avoir élevé des reines domestiques, vraiment domestiques, au sens, on dit l'abeille domestique, mais enfin à la base, elle est quand même sauvage. Et on l'a domestiquée, mais on l'a vraiment trop domestiquée quand on a commencé à sélectionner pour faire vraiment des grosses quantités de miel avec des abeilles douces, etc., et qui font pas trop de propolis ou je ne sais quoi. Et par contre, on n'a pas forcément, alors maintenant on commence à y venir, mais on n'a pas forcément dirigé la sélection vers la résistance aux varrois et vers la résistance aux maladies en général. Ce qui fait que là, on a toute une population d'abeilles, et c'est mondial quasiment, puisque les buckfast, elles sont exportées partout, on en trouve partout. Les vraies italiennes, pour en avoir, il faut aller en Australie, les caucasiennes, on en trouve partout, les buckfast, alors là, c'est pour aller en Autriche, pour aller en Italie, n'importe où vous allez en trouver. En Espagne, ils ont des noirs, mais c'est pas les mêmes que nous. Bref. Donc tout ça, donc pour moi, là au printemps, les apiculteurs enfin tous les apiculteurs, la plupart des apiculteurs vont commander leurs reines comme ils font d'habitude. D'ailleurs, c'est déjà fait, ça se trouve depuis la fin de l'automne. Elles ont déjà réservé leurs reines buckfast et leurs reines machin pour mettre dans leur ruche et tout. Et comme ça, s'ils attrapent des essaims, ils vont tuer les reines. Enfin, pas tous, hein, mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui vont, c'est une pratique qui est assez courante de tuer la reine de l'essaim et remettre dedans une reine entre guillemets sélectionnée
sélectionnée. Mais pour moi, la reine sélectionnée, la vraie reine sélectionnée, c'est la reine sélectionnée naturellement et c'est celle qui n'aurait pas fallu tuer. Alors là, c'est un problème d'opinion et d'argument. Pour moi, pour que les abeilles développent des résistances, il faut d'abord qu'elles aient des comportements particuliers, et ça arrive par mutation, par tout ça. Enfin, c'est génétique, des abeilles vont arriver à apprendre certains comportements au fur et à mesure, et celles qui sauront le faire vont le transmettre à leurs descendantes. Alors pas toujours, il y a des gènes qui sont récessifs, qui se transmettent pas, c'est le cas du truc, comment ils appellent ça, sensitive, je sais plus quoi, le virus, VSH. C'est le cas des VSH, où les VSH, si vous croisez une souche VSH avec une souche pas VSH, eh bien vous avez des souches pas VSH. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Sélection d'abeilles VSH, c'est une voie qui est vraiment, sérieuse et qui est plausible et qui est concrète et tout ça. Donc oui, il y a quelque chose à faire dans ce sens-là, mais il faudrait veiller aussi à ne pas tout miser là-dessus et essayer d'avoir des abeilles qui ne soient pas consanguines, parce que des abeilles consanguines qui ont toutes les mêmes gènes, si cette souche-là particulièrement ne résiste pas à une maladie, eh ben c'est toute la population d'abeilles qui va mourir ou qui va souffrir de ce truc-là. Sauf que si elles ont toutes des gènes, alors des gènes, même s'ils sont mélangés à la base, à la limite, si toutes les abeilles qui arrivent à résister aux hivers qu'on a maintenant, parce que le temps est en train de changer, enfin là regardez, bon, j'ai quand même la veste sur le dos parce que le soleil est descendu et il fait froid, mais là les abeilles sortaient aujourd'hui, on est le 5 janvier, c'est pas normal, les noisetiers sont à 2 doigts de commencer à s'ouvrir, les chatons vont commencer à s'ouvrir dans pas longtemps, on est qu'au mois de janvier, non, c'est quand même fin février, voilà, enfin chez nous en tout cas c'est plutôt dans la deuxième quinzaine de février, et là les abeilles des fois elles ont la chance d'y aller, pas toujours, bref, quoi, mais bon, en attendant... toutes ces abeilles qui se croisent dans tous les sens, et c'est vrai qu'ils ne sont pas toutes douces, et c'est vrai aussi qu'ils ne font pas toutes des quantités de miel astronomiques, parce qu'il y a des reines qui ont des grandes longévités. Moi, ce que j'ai pu remarquer avec mes abeilles depuis une trentaine d'années, c'est qu'il y a des reines qui vivent longtemps. Mais par contre, c'est pas forcément les grosses pondeuses, et ça s'explique, puisqu'une reine, elle pond sa quantité d'œufs, et après ça, elle s'épuise, et voilà, une fois qu'elle a plus d'œufs, une fois que la spermathèque est vide, qu'elle peut plus féconder ses œufs, en général, elle arrive à la fin de sa vie. Et ce qui fait aussi que pour les transhumances, quand on demande aux abeilles de pondre en permanence beaucoup, puisque quand on les emmène sur un champ, si elles sont dans un endroit où il y a une bonne mielée, donc là la reine va se mettre à pondre à fond, et normalement après il y a une période où la ponde va s'effondrer, puisqu'il y aura moins de mielée, et ça repartira quand il y aura une mielée, ce qui fait que la ponde des reines est calquée sur la courbe en fait, des floraisons qu'on trouve dans l'endroit où elles se trouvent. Ce qui fait que si on prend une ruche qu'on met dans un endroit, par exemple, où il y a un champ de colza, et qu'une fois que le colza, donc là elle va être à fond, la reine elle va prendre 2000 œufs par jour, etc. Et elle va être à fond. Là après on va les déplacer. Donc le déplacement c'est pas terrible pour les abeilles, ça les stresse quand même, et le stress c'est pas bon. Et là donc on va emmener les abeilles, mettons, sur un champ de lavande. Alors chronologiquement je suis pas sûr que ça soit bon, hein. Le colza, la lavande, le colza je sais quand ça fleurit, la lavande je suis pas sûr de moi, quoi. Donc je ne vais pas dire de bêtises, mais bref, si vous emmenez les abeilles d'un champ à l'autre tout au long de l'année, et qu'en gros vous leur demandez de bosser à fond tout le temps, bah évidemment que les reines vont durer moins longtemps, donc à ce moment-là c'est pour ça qu'on les change tous les 2 ans, et pour moi je suis totalement contre ce truc-là. Je suis pour laisser faire les abeilles, laisser vivre les abeilles, laisser se multiplier les abeilles, se croiser entre elles, laisser aussi mourir les abeilles un petit peu l'hiver. Alors là, j'ai dit laisser mourir les abeilles, je vais me prendre des pains. Bref, oui, les abeilles, les laisser vivre. Une reine qui vient d'essaimer, ok, c'est une vieille reine, mais c'est une reine qui a survécu à plusieurs hivers, c'est une reine qui a réussi à amener une colonie comme il faut, puisqu'elle est en état d'essaimer au printemps. Donc pour moi, c'est une reine qui mérite qu'on lui laisse sa chance et qu'on voit après ce que ça donne. Et alors oui, après par contre, voilà, si elles sont un peu plus agressives que d'autres, ou tout ça, et ça c'est à l'apiculteur de s'adapter à mon avis, et pas aux abeilles d'être obligé de se faire adapter artificiellement à l'apiculteur. Voilà, donc toutes ces abeilles qui vont se croiser, donc si on laisse la génétique faire un petit peu, et que du coup on laisse un peu, on laisse faire la nature en fait, alors en gardant un œil dessus. Je dis pas de laisser les ruches à l'abandon, attention, mais bon, juste au printemps, si vous avez prévu de commander des rennes, si vous voulez, on fait une expérience cette année, c'est que voilà, si vous avez prévu de commander des rennes, si vous n'êtes pas super pro et que vous n'avez pas absolument besoin de ça, essayez plutôt de peupler vos ruches avec des essaims. Pour info, en 31 ans maintenant, je n'ai jamais acheté un seul essaim d'abeilles, ni aucune reine que ce soit.
toutes nos abeilles sont tirées d'essaims entre guillemets sauvages, alors qu'ils sortent de ruches et d'autres. Hein. Quand on dit sauvage, faut mettre des guillemets. Soit elles sortent de clochers d'église ou trucs comme ça, ou alors d'autres ruches d'un autre rucher, et parfois de Buckfast et tout ça. Mais bon, je suis pas raciste, on prend tout, on met tout dans les ruches, on voit ce que ça donne, et après ça, on voit les ruches qui se développent, les ruches qui se développent pas, celles qui sont douces, celles qui ne le sont pas, celles qui sont capables de résister aux varrois et celles qui résistent vraiment pas, et tout ça, celles qui gèrent bien leurs réserves et celles qui ne le font pas. Et ensuite, si on doit multiplier les abeilles, si on doit multiplier des souches, à ce moment-là, on va se baser plutôt sur les souches qui vont rassembler le plus de caractères possible, qui vont nous arranger et qui vont les arranger elles. Il faut penser aux abeilles avant tout, avant l'apiculture, avant l'apiculteur et avant la récolte de miel. Moi je préfère avoir des ruches dont il n'y aura pas besoin de s'occuper trop, mais qui vont faire par contre, voilà, même si elles font 15 kilos de miel tous les ans, mais par contre qu'elles les font sûrement tous les ans et qu'il n'y a pas besoin de s'occuper des réserves et qu'il n'y a pas besoin de trop les traiter non plus, juste le minimum nécessaire et quand au moment les plus stratégiques possible, pour essayer de les déranger le moins possible, les stresser le moins possible et les laisser faire, quoi. Et les abeilles, elles nous ont pas attendu pour faire du miel, elles nous ont pas attendu pour se multiplier, elles nous ont pas attendu pour s'adapter. Alors même si elles ont mis des milliers d'années, c'est vrai que les abeilles noires sont le fruit de milliers d'années d'adaptation, c'est pas pour autant qu'il leur faudra des milliers d'années à s'adapter aux nouvelles conditions. Elles commencent à le faire, et comme tout, même le frelon asiatique a déjà commencé à s'adapter alors qu'il est arrivé il y a seulement quelques années, quoi. Et lui, il s'est déjà adapté à plein de choses. Il s'est adapté Avant, il nichait qu'en hauteur. Là, il s'est rendu compte que c'était pas la peine de le faire, donc il niche n'importe où. Donc les animaux s'adaptent. Les abeilles s'adaptent aussi, mais pour qu'elles s'adaptent, il faut leur laisser faire. On n'a pas, nous, la capacité de savoir tout ce qui se passe dans une ruche. Quand les abeilles choisissent de prendre une larve plutôt qu'une autre pour en faire une reine, pourquoi elles choisissent celle-là plutôt qu'une autre? Nous, si on fait du pick-up, du piquage, machin, on va les prendre toutes les larves, on va les mettre dans des cupules en plastique, on va faire des reines, certes, qui vont être belles, qui vont être viables, qui vont être tout ce qu'on veut, mais en attendant, peut-être que les abeilles n'auraient pas choisi celle-là. Donc voilà, donc tous ces gènes, tout ce cocktail de génétique qui est dans la nature, qui se balade, là, parce que on a tout croisé, tout mélangé, et tout truc, maintenant c'est fait. On va pas revenir en arrière, on va pas tuer les Buckfast, on va pas tuer machin, il n'y a pas question de ça. Il y a juste question de favoriser le développement de souches d'abeilles qui sont résistantes et qui sont capables de s'adapter à leur environnement. Et pour les laisser faire, il faut laisser faire la sélection naturelle et pas la sélection humaine. Et donc je pense que si on fait ça, on n'aura pas tout gagné, on ne sauvera pas forcément les abeilles, mais en attendant, on pourra certainement déjà leur rendre un gros service déjà en diversité génétique. C'est de la diversité génétique, à mon avis, que va venir la solution. En fait, les mutations et tout ça vont apparaître à condition qu'on laisse beaucoup de gènes s'exprimer et qu'on laisse aussi certains gènes s'éteindre. Ça me paraît être de la logique de base. Après, voilà, c'est pas forcément le plus rentable et le plus efficace niveau. C'est pas le plus rentable pour l'apiculteur, c'est pas le plus facile non plus, parce que quand on a des abeilles qui sont un peu susceptibles, c'est pas toujours agréable. Ok, mais bon, je préfère. Quitte à mettre une vareuse un peu plus costaud, voilà, et avoir des abeilles vraiment qui tiennent le choc, quoi. Voilà, c'est ça tout le truc. Donc pour cette année, si ça vous intéresse de tester ça, au lieu d'acheter des reines ou d'acheter des essaims, après c'est pareil, quand on a acheté une ruche déjà à 150 €, je sais pas quoi, et qu'on achète en plus un essaim pour mettre dedans à 150 € et ça fait déjà 300 €, évidemment on n'a pas envie de laisser mourir sa ruche, ça je peux comprendre. Mais du coup, on peut contourner le truc en se disant, je vais arrêter de payer mes abeilles, je vais par contre m'arranger, mettre des annonces et tout ça pour récupérer plein d'essaims, et tous ces essaims, je vais les laisser un petit peu faire et voir ce qui se passe. Et de là, je vous garantis que si vous faites ça, vous allez sortir des souches qui seront exceptionnelles, qui sont vraiment bien et qui pourront être multipliées, mais pas par centaines ou par milliers ou par dizaines de milliers comme ça se fait actuellement. Mais par contre, si vous avez une souche qui est dans un coin qui va bien, vous dites cette ruche-là, comme la 9 ou la 10 qui sont ici, qui sont là. La 10, donc là, elles attaquent leur 10e année. Elles attaquent leur 10e année et elles ont été traitées seulement à partir de l'an dernier. Elles ont toujours vécu, elles ont fait du miel tous les ans, elles n'ont pas eu de problème, j'ai jamais changé la reine dedans, elles sont toujours là. Maintenant, avec entre guillemets le nouveau varroa, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à force de traiter les ruches systématiquement, on a fait des varrois super résistants. Je suis quasiment certain que ces varrois super résistants sont plus méchants entre guillemets que les autres, ce qui fait que les ruches qui sont déjà plus faibles au départ à cause de la génétique consanguine et tout ça, et qu'en plus ont des varrois qui sont eux renforcés par les traitements,
puisque quand on traite des varrois, si vous avez 99% d'efficacité sur un traitement, il va rester 1% de varrois dedans. Et ces varrois-là vont se multiplier entre eux. Ce qui fait que dans leur descendance, il y aura beaucoup plus de varrois résistants. Ils ne sont pas tous résistants, mais il y en aura beaucoup plus qui sont résistants aux produits. Et c'est aussi pour ça qu'il faut varier les produits, pas tout faire... Après, varier les produits, mais si possible en utilisant des produits naturels. Enfin bref, le problème est vraiment compliqué. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de détailler ça morceau par morceau, parce que là j'étais vraiment brouillon, enfin je trouve que j'étais un peu brouillon. Je vais vous détailler tout ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et par quoi commencer en fait. Voilà. Allez, c'est tout. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, allez voir un petit tour, faire un petit tour vers vos ruches, c'est toujours intéressant à regarder. Personnellement, je les ouvre pas à cette époque-là, donc si vous faites des traitements acides oxaliques et tout ça, et ben faites-les si c'est votre façon de faire, si vous avez des bons résultats avec ça. Moi, en attendant, c'est pas ma tasse de thé, donc je le fais pas. Donc là, je vais attendre patiemment le printemps et voir au printemps les abeilles qui seront toujours là. Et puis, ben, je vous tiens au courant de tout ça, comme d'habitude. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo, pour les petites vidéos sur les ruches. Et pour le truc du Varox, du faux Varox, du sublimateur acide oxalique, que vraiment, j'ai vraiment du mal à la faire celle-là, mais je vais vous la faire, promis. Allez, à bientôt, pour la prochaine.